Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Exporter Plus en direct du Salon Classe Export, sur lequel on a comme invité d'honneur la Turquie qu'on attendait sur le Salon Classe Export depuis 10 ans et sur lequel on est finalement assez honoré qu'elle soit présente. D'abord parce que c'est sans doute le marché porteur aux portes de l'Europe qui est aujourd'hui le plus attractif pour des entreprises françaises. Nous avons réuni un partenaire exceptionnel aujourd'hui. Avec à ma gauche Eric Fajol, qui est le directeur du Bifrance en Turquie, avec M. Salvetta, qui lui s'occupe des transports et qui va nous parler un peu de la partie logistique, avec Selçuk Önder, qui est représentant, on peut dire, du ministère du Premier ministre et de l'investissement en Turquie, qui va nous parler un peu aussi de la mentalité, de comment on se comporte aussi en Turquie, avec Sedat Kartal, qui est président de la Chambre de commerce franco-turque. C'est un peu le régional et le local de l'État, puisque Sedat, je crois que tu es implanté à Lyon. Avec Beryl Arman, qui est de Pricewaterhouse, qui s'occupe, et qui s'occupe de la Turquie aussi dans Pricewaterhouse Turquie, France, ça veut dire à Paris, mais pour la Turquie. Et avec Postaglio, qui est avocat, qui est rompu aux affaires franco-turques. Je crois que vous êtes spécialiste de ça. Très bien. Alors on va commencer un peu cette table ronde par poser un peu le décor sur les relations économiques franco-turques avec Eric Fajol. Alors notre commerce extérieur avec la Turquie, il ressemble à quoi ? Déjà, je crois que c'est une très belle initiative d'avoir invité la Turquie à Classe Export pour deux raisons. D'abord parce que c'est la plus forte croissance en Europe aujourd'hui, avec 3% de croissance cette année, 3,5% l'année prochaine dans les prévisions du FMI. Et puis parce qu'il y a souvent des clichés, y compris chez les exportateurs sur ce marché. Et je crois qu'il faut communiquer davantage sur la Turquie pour faire passer certains messages et sur les opportunités pour les entreprises françaises. L'an dernier, pour répondre à votre question, le commerce extérieur avec la Turquie était sur la bonne voie, avec 12,5 milliards d'euros d'échanges en progression dans les deux sens. Les Français avaient fait plus 7% d'exportation sur le marché turc, avec des secteurs assez dynamiques comme l'automobile, comme l'aéronautique, les matériels électriques, la cosmétique aussi, qui est un secteur qui marche très fort actuellement en Turquie. D'autres un peu moins forts ou en baisse, comme le secteur pharma, qui avait connu une baisse l'an dernier significative, et des secteurs un peu difficiles comme l'agroalimentaire, parce qu'il y a encore des barrières douanières importantes, qui progressent quand même régulièrement, mais qui restent difficiles. À l'inverse, la France achète aussi beaucoup en Turquie. Je rappelle qu'on est le 3e partenaire de la Turquie, alors loin derrière les Allemands, 3e partenaire dans l'Union européenne, mais juste après les Italiens, et que la France mériterait d'être au moins au niveau des Italiens sur ce marché. Sur les 9 premiers mois de cette année, malheureusement, les résultats ne seront pas aussi bons que l'an dernier. Mais la Turquie importe moins aussi cette année, a réduit un peu un gros déficit commercial sur la Turquie. Et la performance française sera un peu moins importante en matière d'exportation. On dégage un solde positif sur la Turquie, donc c'est un des rares pays où la balance commerciale française est positive, donc on le signale. C'était 800 millions d'euros l'an dernier. Cette année, ça sera un petit peu moins. Ce qu'il faut noter, c'est en revanche, il y aura eu beaucoup d'investissements français en Turquie cette année. Que ce soit des grands groupes comme des PME, on a eu pas mal de sociétés françaises qui ont fait des acquisitions, qui ont pris des participations dans des sociétés turques. On va y revenir dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des secteurs qui, en termes de prospection, vous paraissent prioritaires ? Eric, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous aimeriez bien voir plus représentés en Turquie ? Alors je crois que les grands secteurs aujourd'hui où la France est assez active, ça reste l'automobile, qui est une des grands postes industriels de la Turquie. Je crois que là où on n'est pas suffisamment bien placé, c'est tout ce qui est matériel médical et hospitalier, où la Turquie devient une place importante sur cette activité-là, y compris de tourisme médical. Et là, l'offre française, et en particulier en Rhône-Alpes, est assez importante. Donc on va mettre l'accent sur ce secteur de la santé. Pas la pharma, mais tout ce qui est équipement pour les hôpitaux.
Je crois aussi qu'il y a un secteur important où le gouvernement turc va investir beaucoup sur les 10 prochaines années, c'est le ferroviaire. Ah oui, ferroviaire, ce qui veut dire que équipement pour le ferroviaire, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut sur le sujet, il me semble. Voilà, en Turquie, mais hein. Alstom est en train de se structurer et je pense qu'il y a quelque chose d'important à faire sur toute la filière et pas uniquement de trains à grande vitesse, mais aussi de transport urbain, puisque c'est un des gros problèmes des grandes villes de Turquie, y compris Istanbul, c'est l'équipement en transport urbain. Et là, le gouvernement turc va investir beaucoup. Donc toute la filière ferroviaire est particulièrement importante à travailler sur les prochaines années en Turquie. La technologie française est-elle appréciée en Turquie? À votre avis, on est vu comment? Je reposerai la même question tout à l'heure à Selçuk, bien entendu, mais Je crois que les Turcs nous connaissent mieux qu'on les connaît. La technologie française, elle est appréciée à sa juste valeur. On bénéficie d'un réseau francophone extrêmement important et assez original en Turquie, avec beaucoup de lycées turcs francophones qui enseignent dans notre langue et qui nous permet, alors, le plus connu étant celui de Galatasaray, bien évidemment, mais d'avoir des relais d'anciens diplômés de ces écoles-là dans les entreprises aujourd'hui, qu'on n'exploite certainement pas suffisamment bien, qui pourraient être des ambassadeurs de... il y a un tropisme français qui n'est Absolument. pas partagé complètement de l'autre côté. C'est qu'on assez essaie de faire surprenant. partager. La difficulté de ce marché, c'est d'arriver à convaincre la société française de venir en Turquie. Dès qu'elle arrive à Istanbul, elle comprend pourquoi il est important de venir et elle regrette souvent de ne pas être venue plus tôt. Ah, mesdames et messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est bien. Et combien de personnes Ubifrance en Turquie? Alors nous avons une équipe uniquement sur Istanbul, une quinzaine de personnes spécialisées par grand secteur d'activité. J'ai pas regardé, ça fait partie des pays prioritaires que Madame Nicole Bricq a annoncé hier. Ah oui, Madame Nicole Bricq, chaque fois que je la vois, elle me parle de la Turquie et qu'il est important de faire quelque chose en Turquie. D'ailleurs, elle viendra le 15 et le 16 janvier prochain dans le cadre d'une manifestation du comité Colbert autour du luxe français. Ah oui, on vend du luxe beaucoup en Turquie, français? On a beaucoup d'enseignes qui se sont développées. Ça aussi, c'est un marché important et c'est un marché régional aujourd'hui. On vend la Turquie comme une plateforme régionale pour le Proche, le Moyen-Orient, pour l'Asie centrale. Et toutes les sociétés françaises dans le luxe qui étaient jusqu'à présent dans des corners, dans des grands magasins, ouvrent peu à peu leur boutique en Turquie. Parmi ceux qui reviennent, on peut citer des gens comme... La Durée, même si ce n'est pas du capital français aujourd'hui, mais Paul qui vient de rouvrir dans l'agroalimentaire de haut de gamme. Chanel est très présent, Dior aussi, Zadig et Voltaire vient d'ouvrir. Donc beaucoup de marques textiles françaises sur un grand pays textile où jusqu'à présent il n'y avait pas forcément de la place, sont en train d'arriver. Galeries Lafayette vient de signer avec un grand groupe turc pour ouvrir un magasin Galeries Lafayette en 2015 en Turquie. Donc le luxe est en train de changer, et pas uniquement pour le consommateur turc, pour le consommateur de la région. Très bien. On reviendra vers vous dans quelques instants, Eric. Alors, Selçuk, comment ça se fait que les Turcs soient aussi performants? Parce que nous, Français, on aimerait bien avoir 3 ou 4% de croissance. Enfin, on espère, mais je ne pense pas qu'on aura encore 3 ou 4% de croissance cette année, loin de là. Donc, qu'est-ce qui fait que les Turcs sont en train de devenir un peu... les maîtres d'un bassin européano-moyen-oriental? Alors, en fait, de dire le maître, nous sommes le maître de notre budget, de notre propre budget, avant tout. Et avons suivi une discipline budgétaire assez exemplaire ces dernières dizaines d'années. Donc, suite à la crise de 2001, en fait, la Turquie, le changement du gouvernement s'est orienté beaucoup, ou bien changer sa politique budgétaire pour répondre aux critères de Maastricht. Donc aujourd'hui, quand on regarde, afin de rejoindre le CE, bien sûr la communauté européenne, aujourd'hui la Turquie a 39% de dette. Ah oui, rien du tout. On a des mauvais élèves, nous, alors. Voilà, et le déficit budgétaire, c'est 1,7, avec une inflation qui est maîtrisée. En 2001, c'était 120%, aujourd'hui 3,5%. C'est le dernier chiffre qui a été annoncé pour la croissance, oui. Pour le consommateur, 3,6. Oui, sans compter, voilà. Combien de consommateurs en Turquie? Enfin, la population turque, reprenons. On peut dire 72 millions d'habitants. Oui, et chaque année, 1 million d'habitants à peu près qui s'ajoutent à cette population. Ah oui, taux de natalité très fort. Oui. Une natalité forte. Très bien. Alors, on parle beaucoup de la Turquie en plateforme, il le citait à l'instant. Est-ce que c'est vraiment une volonté turque d'être une plateforme régionale, si on peut dire, de réexportation, ou est-ce que c'est le hasard géographique qui fait ça?
Le hasard géographique et politique, l'Empire ottoman, on peut dire, ces pays-là. Mais Turkish Airlines était ici, on peut parler des ambitions de Turkish Airlines dans le monde entier. Mais aujourd'hui, quand on regarde le périphérique de la Turquie, il y a 56 pays que la France peut rejoindre en 4 heures de vol. Disons, une société étrangère qui a installé sa direction régionale dans le pays en 4 heures de vol. Donc, automatiquement, dans ce monde-là, il y a un leadership de la Turquie. Ça, c'est très important. Mais, avant tout, cette région symbolise aussi 25% du commerce, du volume du commerce mondial. D'accord. Déjà. C'est pour ça que les plus grands groupes, en ce moment, ils préfèrent comme des grands groupes General Electric ou bien Donc des très grands Coca-Cola, groupes multinationaux qui qui s'implantent. en 110 pays de Coca-Cola sont gérés de la Turquie. Par exemple. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des Et- secteurs Ouais. qui ont été identifiés, puisque vous êtes responsable un peu de l'implantation, de l'investissement en Turquie. Donc, on disait il y a 2 minutes, très forte implantation française dans ces dernières années ou ces derniers mois. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des opportunités qui vous paraissent plus intéressantes que d'autres? Voilà. Pour nous, c'est en fait la Turquie a depuis certaines années, si on parle de la croissance, pour vous dire d'abord, c'est par rapport aux chiffres de OCDE, pour 2011, entre 2011 et 2017, c'est 6,2% de croissance en moyenne qui était prévue. Donc, c'est la plus forte croissance de la communauté européenne. Et les Turcs, ils ont fixé le cap pour 2023, pour le centenaire de la République, de tripler leurs exportations, qui est déjà triplé en 9 ans, qui était déjà triplé, arrivé à 500 milliards de dollars d'exportation. Donc, une Pour volonté arriver à- expansionniste très forte. Voilà. Pour arriver à ça, donc, on a besoin des investissements. Je peux vous compter 3 secteurs facilement en parlant. Secteur d'énergie, il nous faut 130 milliards d'investissements sur 10 années prochaines. Secteur de transport, ferroviaire et inclus aérien et d'autres, bien sûr, construction, 110 milliards dollars d'investissement. Et quand on regarde le secteur de construction, 7 millions de résidences à peu près, c'est surtout des bâtiments verts qui symbolisent 450 milliards, 500 milliards de dollars d'investissement. Donc, sur ces 3 secteurs, vraiment, tout est planifié. Comme on a triplé nos exportations en 9 ans, on doit tripler encore. Alors, quelles sont les raisons objectives, à votre avis, Selçuk, pour qu'un entrepreneur français investisse en Turquie aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait l'engouement, la raison fondamentale? Disons, la raison fondamentale, aujourd'hui, la France, avant tout, doit chercher, même l'Europe, en dehors de la communauté européenne, la croissance économique. Si la Turquie, aujourd'hui, en 2011, était membre de la communauté européenne, le chiffre de croissance de la communauté européenne, 1,5%, sera 1,8%, déjà automatiquement, sans compter la France avec une croissance. Et donc, on a parlé aussi de la région, mais à part ça, c'est comme je vous ai parlé, d'après les chiffres de OCDE, nous aurons une croissance intérieure assez forte. Donc, qui soutiendra, Qui soutiendra les avec, importations voilà. potentielles. Cette année-là, on a changé les lois. Il y a une nouvelle loi des incitations, incentives ou bien des aides pour les investissements directs. Le code de travail a changé encore pour garantir cette croissance stable, économique, durable. Petite question de néophyte. Pour moi, la Turquie, c'est beaucoup de gros combinats ou de très grosses entreprises. C'est toujours le cas. Alors, je ne sais pas à qui je pose la question. Eric? La Turquie, l'industrie est dominée par des grands conglomérats, souvent familiaux, très actifs dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit, je pense au groupe Sabancı, le groupe Koç, etc. Mais il y a aussi une nouvelle vague de PME très agressives sur les marchés extérieurs. Le Sial, par exemple, cette année, la plus forte participation était turque, avec 250 exportateurs turcs. Et c'est souvent un tissu de PME d'Anatolie, d'ailleurs, qui sont un peu les nouveaux acteurs du marché turc par rapport à ce qu'on connaît de la Turquie d'avant. Mais les conglomérats familiaux sont toujours très présents, avec beaucoup de moyens financiers, y compris pour faire des acquisitions en Europe. Et je pense que c'est ça qu'on va avoir de plus en plus aujourd'hui, des acquisitions par des groupes
turques, de Qui vont venir sociétés ici. françaises, Inversement. italiennes, etc. Enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs, enfin un petit peu. À ton avis, cette choc, est-ce que c'est plus pour un marché de PME ou un marché de grands groupes, la Turquie? Les deux à la fois. Alors, les deux à la fois, parce que les secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour l'énergie, on entend tous les grands groupes français, et surtout les énergies renouvelables. Construction ferroviaire, c'est très important. Oui. Donc Ça les dépend donc PME des marchés aussi, en tant que tel ou des secteurs surtout le d'activité. secteur automobile aussi, c'est très intéressant, on a parlé. On a encore besoin, parce qu'un des objectifs de la Turquie, c'est de produire 100% une voiture en Turquie. Ah. Ça peut être Renault, une marque française, 100%, Peugeot, mais une voiture 100% française. Donc y compris tous les sous-traitants et Voilà. tous les co-traitants. Voilà. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. On est à Non, quel niveau on là, a aujourd'hui déjà, je crois que Renault, d'après ce que je sais, c'est entre 55% ou bien 55% de production en Turquie. Bon, donc il y a encore plein de place pour d'autres sous-traitants, d'autres co-traitants. On reviendra vers ça juste tout à l'heure. Alors, je vais me retourner vers Ethem Postagliou. Alors, quel cadre juridique, parce que si on veut travailler en Turquie, on dit qu'on va peut-être s'implanter, qu'on va peut-être faire un certain nombre de choses. En quel cadre juridique on est? Est-ce que c'est un cadre juridique qui est très différent du cadre français? Le cadre juridique en Turquie connaît une progression européenne extraordinaire. Vous savez que la Turquie, donc avant 23, c'était l'Empire ottoman, c'était un système juridique complètement basé sur le système de Cadi, c'est-à-dire c'est le juge unique qui décidait, il n'y avait pas des lois, c'était plutôt les décisions de juge unique qui comptaient. En 1923, avec la déclaration de la République, Atatürk a décidé de changer complètement le système juridique et il a demandé l'adaptation des codes civils et des codes des obligations les plus récents en Europe. Et c'était le code civil suisse et le code des obligations suisse qui était le plus récent. Alors, tout de suite, on a traduit et le code civil turc moderne est la traduction littérale du code civil suisse, ainsi que le code des obligations turc, c'est la traduction littérale des codes des obligations suisses. Ce qui fait que, d'ailleurs, ce système a eu une très grande évolution aussi dans la carrière des juristes, parce que quand il y a eu ce changement, évidemment, c'était l'étonnement total, parce que d'un seul coup, un pays avait changé de système. Donc, il n'y avait plus de précédent, il n'y avait plus de jurisprudence. Et on ne savait pas comment appliquer tel article ou tel article. Alors là, justement, les juristes ont dit, non, il y a des précédents, ce sont des arrêts de tribunaux fédéraux suisses. C'est incroyable. Donc ça veut dire la jurisprudence qui a été adoptée, c'est la jurisprudence suisse. Ça a été vraiment la jurisprudence suisse également. Et d'où l'importance de la langue française pour les juristes, parce qu'à l'époque, c'était la langue française qui dominait la Suisse. Donc, pour être bon juriste, il fallait apprendre le français, lire les arrêts des tribunaux fédéraux, et ainsi que lire les explications des articles, les traités de droit écrits par des auteurs suisses. Alors, je suis entrepreneur français, je vais m'installer en Turquie, où j'ai un litige en Turquie. Honnêtement, on est sans langue de bois. Est-ce que faire valoir mes droits en Turquie est facile, ou est-ce que c'est quand même un parcours un peu du combattant aujourd'hui? Non. Les tribunaux, c'est le même système qu'en France. Il y a des tribunaux d'instance, de grande instance, la Cour d'appel et puis la Cour de cassation. Donc, c'est tout à fait un système civilisé européen. Si vous avez droit, vous assignez le défendeur, et puis on se base sur des droits, on se base sur la jurisprudence. Il faut combien de temps pour obtenir un jugement? Parce que les tribunaux français, je peux vous dire que c'est long. Non, en Turquie aussi c'est long. Pour obtenir un jugement dans les tribunaux, il faut attendre 1 an. Puis avec la cassation, pour obtenir un jugement définitif, il vous faut en moyenne 3 ans.
D'accord, donc ça ressemble tout à fait au système Absolument, français, quoi. tout à fait, avec les défauts. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les clauses d'un contrat auquel il faut veiller tout particulièrement si je suis entrepreneur français qui n'est pas dans les habitudes, j'allais dire, européennes classiques? C'est-à-dire, ce qu'il faut faire très attention, évidemment, c'est bien préciser le sujet du contrat. Bon, par exemple, dans les contrats concernant les textiles, évidemment, la contrefaçon, il faut faire très attention. La concurrence déloyale, il faut faire très attention parce que malheureusement, la Turquie reste toujours un pays qui fait de la contrefaçon d'une façon assez importante. Donc, il faut vraiment veiller à ça, à la propriété intellectuelle et aux règles de droit concurrentiel. Par rapport à l'implantation, on le reverra peut-être tout à l'heure avec Selçuk. Je veux implanter une entreprise en Turquie. On a le même société à responsabilité limitée ou est-ce qu'on a encore des systèmes différents? Nous avons eu une très grande réforme concernant le droit commercial. Le code de commerce a été changé complètement pas plus tôt que le mois de juillet. Ah oui, c'est très récent. Et le droit commercial actuel, je peux dire franchement, il est beaucoup plus en avance que le droit commercial français. Dans quel sens? Dans le sens d'abord de constitution des sociétés. Par exemple, avec la réforme, avec une seule personne, vous pouvez créer une société anonyme en Turquie. Alors qu'en France, il faut 7 personnes. Oui, on peut créer une SAS aussi en France. Hein, oui, mais enfin, la société anonyme a ses propres avantages. Et par exemple, je peux vous dire également aussi, avec une personne, vous pouvez créer une société avec un capital minimum qui est fixé maintenant à l'équivalent de 25 000 euros. Donc, vous créez une société à 25 000 euros, vous faites un développement et après 3 ans, vous vendez vos actions de la société anonyme. Et un des privilèges de la société anonyme en Turquie, quand vous vendez vos parts après 2 ans, vous ne payez aucun impôt sur la plus-value des actions. Alors, ce qui est extraordinaire. Ah, oui. C'est un paradis fiscal. Évidemment. En plus, on connaissait Monaco, il y a aussi la Turquie. Très bien. Donc, ah oui, aucun impôt sur les plus-values sur les ventes de parts de société. Si vous vendez après 2 ans d'acquisition vos actions de société anonyme, à ce moment-là, vous payez absolument aucun impôt sur le plus-value. Il y a les mêmes sociétés holding qu'on peut trouver par ailleurs à droite à gauche ou c'est pas un système qui est très répandu? Non, le holding qu'on utilise énormément, justement les grandes familles que Eric en a parlé, ils sont tous sous forme de holding. Très bien. Bon, alors sur l'aspect, j'allais dire procédure, on est très similaire, si on peut dire, enfin calqué sur un droit suisse. Donc, tout à fait. J'allais dire, on est assez moderne. Donc vous avez refondu le code de commerce et donc les constitutions de société. Tout à fait. Et c'est vraiment, il y a des clauses extraordinaires. Par exemple, maintenant, la loi oblige chaque société à avoir un site Internet. Ah bon? Oui. Pour la transparence. C'est incroyable, ça. Oui, c'est vraiment extraordinaire, je trouve. C'est des États modernes, ça. Oui. C'est là qu'on voit que des pays de la vieille Europe, pourtant, vous pourriez presque en faire partie, ça nous pose problème quand même de temps en temps. Alors, vous avez obligation d'avoir un site Internet. Maintenant, c'est une obligation de créer un site Internet pour chaque société, que ce soit SARL ou SA. Bon, et le droit de la propriété, est-ce qu'il y a une restriction quelconque le au droit niveau de des propriété, pour les étrangers, effectivement, il y a des restrictions, effectivement. Je me disais, tout n'est pas tout rose, quand même. Si un étranger veut acquérir un immeuble, il faudrait donc, il fait la demande auprès de TAPO, qui est l'organisme qui est en charge de faire les transmissions des propriétés. Et alors, il y a une enquête. Il y a une enquête pour voir si l'immeuble qui sera acheté, que ce soit un terrain ou un immeuble, est proche des régions, enfin des terrains occupés par l'armée, ou s'il y a la sécurité de l'État est en danger. Donc l'État etc. peut préempter un certain nombre de choses. Absolument.
Et ça arrive souvent? Ça arrive pas souvent, mais Mais ça peut parfois, arriver. des demandes C'est sont pas comme en rejetées. Grèce où il n'y a pas de cadastre, où ils sont obligés de reconstituer un cadastre. Non, nous avons Vous pouvez y un avoir des cadastre. oppositions. Pas du tout. Pas du tout. C'est très bien organisé pour ça. Donc là, c'est plutôt. C'est plutôt mais alors, une fois sur qu'on l'a le acquis. plan de sécurité, disons, de Intérieur. l'État. Voilà. D'accord. Donc une fois que ce stade-là est passé, est-ce qu'on peut revenir dessus ou pas? Non. Donc il n'y a pas de nationalisation comme avec Montebourg. Non, pas pardon. du tout. Pas C'était du tout. pour rire. Très bien. Donc on a un cadre qui est plutôt sécuritaire aujourd'hui, qui est Tout à plutôt fait. encadré. Tout à fait. Vous n'êtes pas très nombreux quand même à être des juristes franco-turcs sur la place. Hein. Ben, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais je crois qu'il va y en avoir de plus en plus. Là. Surtout avec une fiscalité c'est sur entreprise comme celle-là, c'est sûr que Oui, non, sur mais une part. les avantages fiscaux sont très importants. Par exemple, l'impôt sur le bénéfice, c'est 20% seulement sur les sociétés. Vous êtes désagréable quand même. Hein. Bon. Très bien, merci Ethem, vous pourrez intervenir juste après. On va demander à Beryl Herman de PricewaterhouseCoopers, je ne vais pas écorcher ce coup-là le nom. Alors vous soutenez Beryl, que c'est sans doute peut-être beaucoup plus dans la fusion-acquisition, dans le rapprochement d'entreprises, qui a un avenir pour les entreprises françaises, peut-être en Turquie. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de rapprochements d'entreprises de ce type et de fusion-acquisition? Est-ce que c'est déjà des choses qui existent beaucoup ou pas beaucoup en Turquie? Oui, en fait, de nombreuses entreprises françaises ou bien internationales montrent l'intérêt pour ce marché. Donc, il y a quand même on peut dire que c'est un marché très à la mode en ce moment d'un point de vue fusion-acquisition. D'accord. On peut le chiffrer? Écoutez, rien que le premier 10 mois de l'année 2012, la Turquie a recueilli aux alentours de 15 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, ce qui dépasse largement le montant de l'année 2011. Donc, quand on regarde en fait le marché, effectivement, ça devient le marché avec ce perspective, le premier marché actif dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et au cours de ces dernières années, nous constatons aussi une augmentation dans le nombre de transactions, à la fois en fait le nombre de transactions qui est concentré notamment dans le secteur small et mid cap. Alors c'est plutôt des petites et moyennes entreprises que des grands groupes français. Enfin là, si on parlait de quelques grandes enseignes, notamment dans la distribution, je pense qu'il y a des parts de marché peut-être à prendre, mais autrement, dans le milieu industriel, c'est plutôt des petites et moyennes entreprises. En fait, depuis l'année 2011 et 2012, on constate qu'il y a beaucoup plus en fait des intérêts pour les secteurs, en fait, pour les entités de PME, les sociétés familiales, ou alors que par exemple l'année 2010 était une année marquée par les privatisations. Notamment concentré dans le domaine d'énergie. Mais en ce moment, on constate qu'il y a beaucoup de sociétés en fait, PME ou de sociétés familiales qui attirent l'intérêt en fait, des investisseurs étrangers. Alors, la société familiale a l'air d'être, j'allais dire, la société que vous évoquez tous le plus communément. Donc, c'est beaucoup des entrepreneurs familiaux en fait, en Turquie, plutôt que des groupes financiers. C'est plutôt donc, des entrepreneurs individuels plutôt que des fonds d'investissement qui possèdent des entreprises. Alors, il y en a deux. Donc, à la fois, il y a la société familiale à côté, mais on constate depuis 2-3 ans un intérêt fort qui vient de private equity. Il y a des investissements de private equity, notamment dans le domaine du retail. L'agroalimentaire, c'est un domaine qui leur intéresse beaucoup. Mais on voit une augmentation de l'intérêt. D'accord. Donc, les secteurs que vous pensez privilégiés, c'est agroalimentaire, enfin, sur lequel vous pensez que vous voyez le plus de transactions, quoi, finalement. C'est quoi? C'est l'agroalimentaire, c'est l'industrie, quoi. L'industrie automobile, on parlait de l'industrie automobile, est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Comme disait en fait par M. Fajol, tout ce qui est un peu santé, ça devient aussi un marché peut-être moins attractif pour les Français, mais on voit beaucoup d'intérêt en fait par les investisseurs étrangers pour la Turquie. Et à part ça, l'énergie ou bien des autres privatisations qui est dans le pipe pourraient être en fait importants. En tout cas, avec l'augmentation en fait de notation de Fitch, vous savez, les agences de notation comme Standard & Poor's ou Fitch
on a augmenté récemment en fait le taux de notation de la Turquie, qui est investment grade, donc c'est favorable à l'investissement avec de perspectives stables. Donc tout ça, c'est-à-dire on envisage que ça va encore booster en fait les investissements en fait en Turquie aux yeux des investisseurs étrangers. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut mieux s'implanter ou des nouveaux, greenfield, j'allais dire, comme on dit, c'est-à-dire en créant sa propre entreprise, plutôt que de passer à un accord et de faire une joint venture avec un partenaire? D'abord, est-ce que la mentalité des chefs d'entreprise turcs est assez au partenariat? Parce que moi, je peux vous dire que les entrepreneurs français, pour ouvrir leur capital, ça c'est très compliqué. Donc est-ce que l'entrepreneur turc est plus ouvert à ça ou est-ce que c'est des négociations aussi âpres qu'avec des entrepreneurs français? Alors Marc, c'est difficile à dire parce que ça dépend de la situation. En fait, il est important de définir sa stratégie en fonction de sa secteur d'activité et aussi les acteurs locaux dans le marché. Donc, mais ce que je peux vous dire en termes notamment de fusion-acquisition, donc c'est-à-dire le rachat en fait des entreprises, déjà dans le cadre d'une acquisition, il y a n'importe quel pays d'ailleurs, il y a des enjeux et des risques pour les investisseurs en fait étrangers. Bien sûr, quelle que soit la région du monde, effectivement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des alertes qu'il faut se mettre particulièrement? Je suis entrepreneur français, je viens vous voir, je dis tiens, il y a des entreprises turques qui peuvent m'intéresser. Quelles sont les alertes qu'il faut que j'ai dans ma tête en me disant ça, c'est pas comme ça fonctionne d'habitude, ou il faut que je fasse attention à quoi? Alors déjà, les questions préliminaires, la rentabilité dégagée en fait par le cible est suffisante pour justifier le montant d'acquisition, ou risque-t-elle diminuer post-acquisition, ou déjà le compte, les états financiers sont-elles suffisamment évalués? Est-ce que les bilans sont aussi faciles à lire en France qu'en Turquie, ou est-ce que c'est comme en Italie, il y a... Non, une chose qu'on constate... Oui, en Espagne, il y a 3000 ans avec... Alors, une chose qu'on constate régulièrement, en fait, quotidiennement au sein de PwC, c'est notamment de trouver la performance historique des entreprises. Lié à plusieurs choses, comme vous dites, différence de normes comptables turques et internationales, ou bien... Il y a une différence? Oui, il y a des différences. À quel niveau, par exemple? Notamment, en fait, en Turquie, les sociétés ne sont pas obligées en fait, de sortir le compte pour raison fiscale. Et du coup, ils ont plutôt basé sur le cash accrual, au lieu de cash basis, au lieu de provisionnement. Tout ce qui est un peu les aspects accruals, le provisionnement qu'on a d'habitude en fait en France ou avec le norme international. Effectivement, avec le norme turque, sur ces aspects-là, effectivement, il y a différence. Une autre chose, effectivement, c'est tout ce qui est le manque de comptabilité analytique. C'est-à-dire, si vous souhaiteriez savoir un peu le chiffre d'affaires ou le marge par produit, par client, effectivement, si vous regardez en fait une société familiale, une PME, effectivement, ce type de choses qu'il manque. Ou bien le compte, certification de compte, selon le code de commerce. Alors, on fait comment? Alors, on parle alors, il y a quand même des seuils aujourd'hui, et si vous regardez notamment une société PME ou société familiale, vous risquez de ne pas atteindre ce seuil. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une obligation aujourd'hui pour faire auditer en fait ces comptes. D'accord. Et le seuil, c'est quoi? Alors, il y a 3 seuils. Donc, c'est effectivement, sans entrer en détail, par exemple, le chiffre d'affaires devrait être aux alentours de 200 000 lires turques. Deuxième chose, c'est sur le nombre de personnel qui devrait être au-dessus de 500. D'accord. Et une troisième seuil sur les actifs nets. Donc, vous voyez, c'est quand même pour une PME, ce sont quand même des montants un peu plus élevés. D'accord. Mais alors, une autre chose qu'on constate, même si l'inflation est bien en fait maîtrisée, tout ce qui est en fait l'effet sur le taux de change apporte un effet important sur les sociétés, sur le compte en fait performance historique des sociétés. Parce que le taux de change est très volatile pendant l'année et pour avoir en fait des effets considérables sur les sociétés turques. D'accord. Alors, donc, si je comprends bien, il faut porter une attention très particulière à l'audit des comptes d'une société turque si jamais on passe des accords, parce que c'est pas forcément ce qu'on lit qui va donner une image réaliste
du côté français, parce que après c'est réaliste pour les Turcs, mais pas forcément réaliste pour les Français, de l'état financier réel de la société. Et donc par conséquent, il faut avoir un traducteur, si on peut dire, avec soi, pour aller auditer les comptes. Alors, cela dépend bien évidemment de la taille de société, parce Oui, que pour les il plutôt faut petites, pour les séparer en grosses, fait le PME avec le grande entreprise, parce qu'ils ne portent pas en fait le même aspect de gouvernance. Donc ça, effectivement, je souhaiterais préciser. Effectivement, je conseille aux chefs d'entreprise de bien choisir en fait leur stratégie, de bien analyser le marché local. Et si c'est un rachat d'entreprise, je conseille vraiment de faire de due diligence. Donc c'est effectivement une terminologie anglo-saxonne, mais c'est une audit d'acquisition en fait d'un cible faite par un acheteur potentiel, notamment pour couvrir et pour comprendre le risque financier, opérationnel, juridique, fiscaux, ou bien, selon le secteur d'activité, le risque environnemental ou bien l'informatique. Donc tout ça, bien évidemment, aide aux acheteurs potentiels de bien identifier le risque, réduire le risque, même diminuer le montant ou le prix d'acquisition, ou bien obtenir en fait de certaines garanties passives pour se couvrir contre ce risque. D'accord. Il paraît que le code des investissements a changé, Selçuk, là aujourd'hui. Quelles sont les nouveautés de ce code? Est-ce qu'il est favorable à l'entrepreneur français que je suis, ou est-ce qu'il est là plutôt pour protéger l'État turc? Non, disons, les deux à la fois, bien sûr, c'est pour attirer les investissements, c'est très important. Jusqu'à maintenant, on a attiré en 9 ans 110 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, et la France était un des pays plus importants. Maintenant, le code des incitations, disons, des aides a changé pour avoir aussi des investissements pour des produits qui ont une valeur élevée. Donc, les valeurs ajoutées. De valeur ajoutée élevée. Donc les produits innovants, les produits à haute valeur ajoutée, les produits technologiques. Voilà, technologiques aussi, qui ne sont pas produits en Turquie, ou bien secteur stratégique. Donc, la nouvelle loi des aides aux investissements a défini 4 types d'investissements. Bien sûr, c'est généraux, régionaux, à grande échelle et stratégiques. Et dans le stratégique, c'est plus important aussi de voir des secteurs stratégiques qu'on avait identifiés, comme l'énergie, automobile, aussi machinerie, outils, tous ces secteurs-là. Donc, cette loi aussi donne un avantage à la fois financier, c'est-à-dire, par exemple, grâce à l'exemption totale ou partielle de l'impôt sur le revenu, et aux subventions pour les charges patronales, à l'allocation des terrains également dans 6 régions différentes. Ça, c'est en fonction si je m'implante dans une région un peu, voilà, qui n'est pas une région super industrialisée turque. Disons, on peut dire autrement, mais c'est très intéressant quand vous regardez la carte. Avant, il y avait 4 régions. Maintenant, il y a 6 régions. Et parmi ces 6 régions-là, on a classifié de 1, Istanbul 1, parce que 45% des investissements sont faits à Istanbul, des Français. Et donc, on a identifié, même il y a des villes proches qui sont taille 4 ou 5 près d'Istanbul. Donc, ils ont vraiment valorisé, analysé très bien. Alors par contre, c'est très ciblé, donc il faut faire une analyse en fonction du secteur, en fonction de là où je m'implante. Et alors ça, je le sais comment? Grâce à nous aussi. Je suis là, ministère de l'économie. Il faut bien que je serve à quelque chose. Non, c'est ministère de l'économie également. Bien sûr, sur notre site internet et on peut trouver. S'il y a une société étrangère qui a besoin d'un accompagnement pour savoir une simulation, nous sommes là. Et il suffit de nous appeler, c'est l'agence qui est attachée au... En résumé, je peux obtenir avec cette nouvelle loi des exemptions de charges sociales, de charges fiscales, voire même de terrain. L'exonération de TVA, des droits douaniers aussi. C'est gratis en Turquie. Et sachez que les charges patronales en Turquie, c'est pas comme la France, c'est des déductions à la source. Ça veut dire que c'est l'impôt sur le revenu de l'employé et ces charges de sécurité sociale sont payés par le patron. Donc, et le salarié connaît mieux son salaire net d'impôt qu'il reçoit. Donc, on ne fait pas... donc, c'est un aide assez important. Voilà, du sens. Merci. Bon, décidément,
On est enfoncé, Eric. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mise de redressement productif, il a du boulot. Alors, on va passer à la partie transport et logistique parce que c'est quand même pas tout à fait à côté la Turquie, de la France. Donc, il y a quand même quelques kilomètres. Et en plus, il y a encore quelques documents à remplir, si je me rappelle bien, Eric. Stéphane. Pardon ? Stéphane, pardon, excuse-moi Stéphane. Eric, c'est juste à côté, Oui. excuse-moi. Stéphane, il y a encore quelques documents à remplir pour les entrepreneurs français qui voudraient exporter ou avoir des flux de marchandises avec la Turquie. Absolument. On va dire plutôt qu'il y a une intervention douane, sachant qu'en Turquie, depuis que l'union douanière a été mise en place le 1er juillet 1996 et qui était déjà dans le protocole d'accord de la convention d'Ankara en 1963, donc c'était déjà prévu. Oui. La Turquie fait partie, on va dire, il y a un document qui s'appelle l'ATR, qui est un document de mise de libre circulation des marchandises. Ce qui veut dire qu'en été, on travaille la Turquie comme on peut travailler l'Italie, l'Allemagne, etc. La seule différence qu'il y a, c'est que d'abord, cet accord n'a été signé que pour les produits industriels et les produits agricoles qui ont subi une transformation. Il n'est pas pour les produits, on va dire, primaires agricoles. La deuxième chose, c'est qu'il faut donc une intervention de la douane. Donc là, effectivement, c'est plus similaire avec des pays hors CE. Donc ça veut dire que ça ralentit le flux ? Donc ça ralentit effectivement le flux. Donc pour combien de temps, en gros, pour dédouaner une marchandise en Turquie ? En réalité, ça va dépendre des bureaux de douane choisis, des documents, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de documents administratifs, c'est assez administratif. On doit signer, on va chez le notaire, contrairement en France où il suffit d'un fax pour faire un dédouanement. En Turquie, il faut aller chez le notaire, il faut des papiers officiels, etc. Ah oui. Donc c'est vraiment un engagement. La profession de déclarant douane est une profession qui est à part du transport. Depuis les années 2000, ils ont séparé les deux professions. Alors, le changement qu'il y a depuis le 1er décembre, parce qu'il y a un changement qui est important, c'est que la Turquie a signé il y a quelques années la convention NSTI, que l'on appelle en Turquie la NSTC. Et depuis le 1er décembre, elle est mise en place normalement en Turquie, ce qui permet au niveau du transit de ne plus effectivement faire d'opérations de douane sur les ports ou sur les aéroports. Et là, ça peut changer beaucoup de choses au niveau de la rapidité des flux. De dématérialiser finalement. Absolument, et de faire par exemple d'un entrepôt sous douane à Ankara jusqu'à un entrepôt sous douane à Lyon, sans s'arrêter à Istanbul, sans s'arrêter à Toulon. Alors, donc, la leçon numéro 1, ça veut dire que l'importance de l'intermédiaire transitaire sur la Turquie est essentielle parce que finalement, en l'occurrence, on ne peut pas faire sans. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, ou en tout cas, ça demande une maîtrise qu'il faut avoir plutôt que dans l'Union européenne où on prend un camion, on l'envoie. Absolument. Ensuite, une des spécificités au niveau douane, c'est que comme la profession est séparée du monde du transport, chaque client a son déclarant douane. Ah oui. Donc ça veut dire que lorsqu'on vend, même en ex-work, lorsqu'on exporte ou on importe plutôt, ou lorsqu'on fait un DDU, lorsqu'on exporte, le dédouanement, par exemple, lorsque l'on fait la même opération en Europe ou avec, par exemple, le Japon, l'opération de douane ne sera jamais prise en compte. Donc ça sera des ex-work non dédouanés, souvent en Turquie, voilà, qui est une spécificité turque. Deuxièmement, les Turcs n'ont, puisque en réalité, ils n'ont pas, la douane turque n'a pas les mêmes objectifs d'économie que la douane française. Donc par rapport à cette convention NSTI, la différence c'est qu'au niveau export de Turquie vers l'Europe, ils ont accepté totalement, on va dire, les règles européennes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un transit, on réalise un transit, on l'ouvre en Turquie et on le ferme en Europe. Et ça peut se fermer d'une manière électronique, comme ça existe en Europe. On ne va pas être trop technique parce que ça à l'import, à l'inverse, à l'import, le transit, les Turcs n'ont pas permis la même chose, donc il va falloir encore une opération douanière. Donc en clair, ils facilitent leurs exports et ils essaient de ne pas trop faciliter les exports étrangers. C'est une sorte de protectionnisme qu'on connaît bien un peu de partout. Exactement. Alors, question de néophyte, on fait du camion ou on fait du bateau ? Alors, ou les deux, peut-être, mon capitaine. Oui, on peut faire les deux. Alors, souvent, lorsqu'on parle de la Turquie, on pense camion. Et effectivement, je crois que les Turcs, il y a à peu près 850 000 camions qui arrivent en Europe. Le marché français doit tourner autour de 30 000, 40 000. Le maritime est la première source d'exportation ou d'importation en Turquie. Ça reste quand même le maritime.
Mais il est vrai qu'on peut réellement faire aussi de l'aérien. Alors, la division se fait surtout par rapport à la marchandise. En réalité, il y a des marchandises qui prendront toujours le camion et des marchandises qui prendront toujours le maritime. Voilà, donc Le flux est équilibré ou on est plus cher d'un côté que dans l'autre? Cela dépend des moments au niveau du camion. C'est relativement équilibré au niveau du camion. Au niveau du maritime, on va dire que l'export français est beaucoup plus cher que l'import. Ça, effectivement, oui. Okay. Là, il y a un écart. On peut parler d'un prix du kilo transporté en camion? Non, c'était une question piège, ça. Oui. Non, allez, on va pas en parler. Mais disons que globalement, il faut un transitaire il y a une procédure de dédouanement un peu spécifique, donc il faut y prêter attention. Donc il faut bien en parler avec son client dans le contrat en amont, quoi, finalement. Absolument. Et donc ça veut dire qu'il y a un besoin de maîtrise de l'incoterm, puisqu'on parlait de l'incoterm. Faut-il maîtriser son transport quand on va en Turquie? Il y a l'incoterm, il y a tout ce qui était avant sous douane en Turquie qui est assez compliqué, même les entrepôts sous douane. Et moi, les 2 points que je voudrais noter, c'est d'abord que la Turquie, le transitam, que ce soit maritime ou routier, est court. Donc cela implique que le transitaire ou le transporteur français doit travailler rapidement. On a peu de temps pour réaliser ces documentations, contrairement à beaucoup d'autres pays comme l'Asie, par exemple, on a le temps. Et il faut souvent parler l'anglais. Oui. Et ça, c'est là où en été le flux logistique entre la Turquie et la France est souvent maîtrisé par des spécialistes. Parce qu'au niveau français, en été, on va trouver, moi j'ai souvent, je fais des comparaisons, c'est-à-dire que le camion, lorsqu'on exporte vers le Maghreb, il y a de la douane comme en Turquie. Ça va vite comme la Turquie, mais on parle français. Oui. Sur la Turquie, il faut maîtriser les 3. L'aspect linguistique est quand même important. Merci Stéphane. On va passer à Sedat. Alors Sedat Kartal est président du club d'affaires franco-turc, de la chambre de commerce franco-turc, ici à Lyon en tout cas. Alors je vais me servir un peu parce que de Sedat, parce que je ne sais pas s'il est français ou s'il est turc, en fait, ou il est peut-être les deux à la fois, pour un peu avoir une traduction interculturelle finalement des affaires franco-turques. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans la façon de traiter les affaires avec un entrepreneur turc, ou est-ce que c'est la même chose qu'avec un entrepreneur français? Quelle est la similitude? Est-ce qu'il y a des différences? Alors Marc, avec ta question, effectivement, on passe à un aspect plus humain des relations dans le business avec la Turquie. Et pour répondre à ta question, nous sommes des Français d'origine turque. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre les uns et les autres, de mon point de vue, cet aspect des affaires en Turquie. Je crois que dès qu'on sort de France, il faut complètement s'exonérer de tous nos préjugés, sauter de notre esprit tout ce qui peut effectivement considérer la Turquie comme un pays exotique en voie de développement et considérer ce pays comme un vrai pays industriel, effectivement acteur sur la scène mondiale. Je crois qu'il faut vraiment faire cette c'est un grand pays industriel, donc il ne faut pas dire j'arrive dans une terre non développée. Exactement. Ça, je pense qu'on ne fera pas l'erreur. Voilà. Et quelques pistes pour mieux appréhender nos interlocuteurs. Je crois qu'avec nos interlocuteurs et amis turcs, il ne faut jamais aborder, par exemple, les sujets politiques un peu hasardeux. Vous n'avez vraiment pas grand-chose à y gagner. Je vous conseillerais, par exemple, de vous renseigner sur l'histoire. L'aspect histoire et culturel, connaissance de la culture turque est important. Oui, parce que cela montre, ne serait-ce qu'en apprenant quelques mots de vocabulaire, par exemple, l'effort que vous fournissez, effectivement, à l'approche de votre interlocuteur. Je pense que c'est très important et au lieu d'un mot générique en anglais pour saluer ou en français pour saluer votre interlocuteur, un merhaba en turc est toujours très apprécié. Très apprécié. Alors, est-ce que la notion de la famille ou de la réception ou de la réception personnelle le soir, d'aller sortir avec, comme en Malaisie par exemple, c'est hors de question de ne pas sortir avec son client, quoi. Est-ce que c'est la même chose en Turquie?
Bien sûr. Alors, votre interlocuteur, qui est, si vous vous déplacez en Turquie, et votre hôte, vous offrira toujours quelque chose, soit dans son bureau, soit si la discussion se poursuit, ça sera un déjeuner, un dîner. Il est très apprécié d'accepter ce dîner. Et effectivement, si les négociations continuent, le Turc aimera toujours, par exemple, ne rentrez jamais dans une négociation directement dans le vif du sujet. Il est toujours préférable de connaître son interlocuteur, de parler avec lui. Je vois bien. De parler des sujets plus légers, de parler de la Turquie, de voyage, de sport. De sport, sans rentrer Foot. effectivement dans les rivalités, etc. Mais toujours faire une approche assez personnelle pour que votre interlocuteur vous connaisse mieux, qu'il vous appréhende mieux, qu'il sache qui vous êtes. Créer la confiance. Créer la confiance. Et ensuite, effectivement, vous pouvez rentrer dans le vif du sujet et présenter votre société et vos objectifs. Est-ce que l'attente d'un chef d'entreprise turc est la même qu'un français? Parce que je veux dire, un chef d'entreprise américain, ce qu'il cherche, c'est l'argent. C'est-à-dire, en gros, c'est voilà, je vais gagner combien? Bottom line. Est-ce que chef d'entreprise turc, c'est la même attente ou est-ce que c'est une attente beaucoup plus... la satisfaction peut être aussi dans les relations personnelles. Alors, il y a un aspect très pragmatique, il y a aussi un aspect très qui joue dans l'affect, mais l'homme d'affaires turc est très pragmatique, très pugnace, qui est très au fait de tous les marchés et de toutes les sujets du marché de l'économie. Donc, il faut vraiment le prendre très au sérieux, mais il y aura toujours un petit aspect affect qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut nourrir. Alors, nourrir dans la discussion, nourrir dans l'après-discussion, c'est-à-dire maintenir le lien. Ouais. On est perçu comment, nous, Français? Alors, je crois qu'Éric disait tout à l'heure que les Turcs connaissaient beaucoup mieux les Français que nous, les Turcs. Oui. Exactement. Et je crois qu'il y a une très belle perception et une bonne perception du Français. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le Français a très peu confiance en lui-même. Alors, il y a peut-être complexe d'infériorité ou de supériorité, parfois, qui empêche le Français de s'exonérer de tous ses préjugés et d'être sur un terrain complètement nouveau et découvrir un pays, effectivement, à page ouverte. Merci Sedat, voilà une très belle conclusion. C'était en gros, il faut apprendre à connaître aussi la Turquie. S'il y a un conseil finalement à donner à nos interlocuteurs et à nos téléspectateurs, c'est bien d'essayer de comprendre un peu mieux la Turquie et de l'apprendre aussi de l'intérieur. À découvrir un marché sur lequel on a un potentiel très important. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur les antennes de TLM cette saison. Et puis bien sûr sur les sites internet de Classe Export. Merci à vous tous de nous avoir décrypté un peu le marché turc et à très bientôt.